Quand j'ai commencé à regarder les films de Bruce Lee, je m'attendais à un seul truc. Alors de la bagarre, j'en ai eu. Mais il y a une chose que j'avais pas vu venir. Dans tous ces films, il y a beaucoup de moments où Bruce Lee essaye d'empêcher la baston. Au début, j'ai commencé à me dire, bon normal, il fait ça pour faire monter la sauce, en mode vraiment, n'insistez pas, je vais tous vous goumer. Mais en creusant, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu plus profond que ça. Ce principe d'évitement des combats, il revient tellement souvent qu'il prend plein de formes différentes. Donc ça peut être dit de manière très explicite, par le dialogue, 别打！不要打！这是我们自己人的误会，用不着你们来帮手的。走啦，走啊，走啊！烂！ Ce motif, il contamine même le reste de la mise en scène. Et il prend des formes plus inattendues. 我妈妈给了我这个呀，是不准我打架的。 Mais du coup, il y a un paradoxe. Si Bruce Lee veut toujours éviter la violence, mais que ses films, c'est quand même par excellence les films de bagarre, elle vient d'où la violence? Ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, c'est vraiment très conceptuel, c'est très dur à comprendre. Du coup, je vais laisser Philippe Poutou l'expliquer pour moi. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même pas juste Philippe Poutou, c'est les films de Bruce Lee. Mais avant de développer, revenons au début de cette histoire. Encore l'année dernière, je connaissais rien, mais quand je vous dis rien, rien de Bruce Lee. À ce moment-là, j'étais dans un tunnel de films afro-américains parce que pour réfléchir à des perspectives décoloniales du cinéma, c'est incroyable les films de Spike Lee, de Charles Burnett, de Melvin Van Peebles, etc. Je parle de ces films à un pote. Et là, il me répond, dans ce cas, meuf, faut absolument que tu regardes les films de Bruce Lee. Et vous savez quoi? Il avait raison. Dans cet essai vidéo, je vais prendre en compte que 3 films de Bruce Lee. Big Boss, La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon. Ces 3 films ont été réalisés quand Bruce Lee quitte les États-Unis pour Hong Kong dans les années 70, au tout début de sa trentaine. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. Il a beau être moitié américain, sa carrière aux États-Unis a toujours été empêchée par le racisme de l'industrie. Soit on le limite à des rôles de second plan, soit on lui répond que ses projets de série ne marcheront pas, avant de sortir la série en question, en le remplaçant juste par un acteur américain censé être déguisé en chinois. C'est parce que tu es un homme que tu pourras le faire, Scarabée. Je ne comprends pas. À Hong Kong, l'histoire est très différente. Bruce Lee rencontre le producteur chinois Raymond Chow. The demonstration Bruce gave on the TV show was very impressive. But what impressed me more was when I talked to him on the long-distance call. He picked the most popular Hong Kong-made action picture at that time. He asked me whether that was the best we could do. I had to say yes. He then assured me that he could do much better. How could I doubt this man? Et même s'il n'est pas crédité comme réalisateur des films, Bruce Lee développe une vraie perspective de cinéaste. Notamment parce que être chorégraphe de combat, ça pose des questions de mise en scène, d'espace et de mouvement. To me, a motion picture is motion. You gotta keep the dialogue down to the minimum. Si je précise que je prends en compte que ces 3 films, c'est qu'en général, on considère que sa filmographie compte 2 titres supplémentaires, Opération Dragon et Le Jeu de la Mort. Bruce Lee est mort à 32 ans, au début de la production du Jeu de la Mort. Et au lieu de renoncer à l'argent qu'allait rapporter le film, la production américaine a décidé de continuer le projet sans lui. Et je vais pas en parler parce que... Bref. Et ces logiques de vampirisation par l'industrie américaine de l'œuvre de Bruce Lee, elles étaient déjà à l'œuvre dans le film précédent, mais j'y reviendrai plus tard. Vous allez comprendre. Maintenant que j'ai dit tout ça, commençons. Bienvenue dans ce premier essai vidéo, Bruce Lee, cinéaste décolonial. Dès son tout premier film, Big Boss, tout dans le scénario et la mise en scène tourne autour de l'idée que les vrais violents, c'est les patrons. Bruce Lee joue un Chinois qui arrive en Thaïlande pour trouver du taf. Pour déjà, get la période d'essai, le bouc se fait insulter au bout de 4 secondes. 也不看看现在已经什么时候了，怎么才来？叫我干什么呢？帮他们退兵，快点儿！ Très tôt dans le film, on apprend que cette fabrique de glace, elle fait en réalité partie d'un réseau de trafic de drogue et que la glace permet juste de faire transiter des sachets de cocaïne. Ce dont on se rend compte, c'est que les machines et les patrons, ils sont pas là pour faire tourner l'économie,
pour dynamiser la région. Ces patrons, ils sont là pour droguer les gens, pour s'enrichir sur leur dos, et en plus, les faire trimer pour blanchir leur argent sale. Et le pire dans tout ça, c'est qu'évidemment, les travailleurs se rendent compte de rien. Même dans leur temps libre, ils continuent à se faire surveiller et à se faire voler par leur patron, qui s'avère aussi posséder le casino. Ça veut dire que même leur salaire de l'usine, ils le touchent même pas. L'intrigue du film tourne autour de la disparition de plusieurs employés qui sont tombés sur la drogue par accident. Ils se font immédiatement buter par le patron parce que ces gens-là ont le meurtre facile. Mais devinez comment les patrons se débarrassent d'eux avec les machines. Ils les broient, ils les découpent et ils les enferment à jamais dans le monde de l'usine. Ce que nous raconte le film à ce moment-là, c'est le contrôle et la destruction totale des ouvriers par le travail. Alors peut-être que là vous vous dites, ok, Bruce Lee à la rigueur, il aimait pas les patrons, il aimait pas le travail, il aimait pas l'usine, mais de là à dire que c'est un cinéaste décolonial, c'est quoi le rapport ? On est en Chine. La drogue. En Chine. Contexte. Au XVIIIe siècle, la Chine était autosuffisante. Elle exportait du thé, de la soie et de la porcelaine vers l'Europe, et globalement, tout roulait en toute autonomie. Sauf qu'une économie du Sud autonome, c'est pas bon pour le business des puissances occidentales. C'est pourquoi les Britanniques se sont mis à exporter des milliers de tonnes d'opium vers la Chine. Opium cultivé principalement dans une colonie voisine, l'Inde. Et c'est comme ça que l'opium, c'est devenu un véritable cheval de Troie pour détruire la santé, l'économie et les capacités de résistance des peuples contre les colonisateurs. Et quand les autorités chinoises ont voulu y mettre fin, les Britanniques ont réagi avec la guerre. C'est ce qu'on appelle les fameuses guerres de l'opium. Dans La Fureur de vaincre, son deuxième film, on part dans le Shanghai des années 1910, une époque où la ville était occupée par plusieurs empires coloniaux, dont les Britanniques, les Français et les Japonais. Au début du film, l'école d'arts martiaux chinoise d'où vient le personnage de Bruce Lee est en deuil parce que leur maître est mort, et alors qu'ils sont en pleine cérémonie de deuil, t'as les Japonais d'une école rivale qui débarquent chez eux pour les humilier. Cette logique d'humiliation et d'abus de pouvoir permanente, on voit qu'elle n'est pas juste individuelle, elle est structurelle. Elle façonne les institutions, comme l'espace public, la justice ou la police. Dans La Fureur du dragon, on change encore de contexte historique et social pour parler cette fois de questions très contemporaines, la spéculation immobilière et la gentrification. Si, vous allez voir, Bruce Lee il a parlé de gentrification. Le film se passe à Rome. Le personnage de Bruce Lee est envoyé par son oncle pour aider une amie chinoise. Elle se prend des coups de pression toute la journée parce qu'il y a un grand patron qui veut racheter son resto chinois parce que son emplacement prend de la valeur. Vous commencez à capter que ces films, ils s'inscrivent toujours dans un contexte de violence politique, comme la colonisation, l'impérialisme ou le capitalisme. Et ce qui déclenche la violence dans ces films, c'est jamais le personnage de Bruce Lee lui-même, c'est ces structures de pouvoir violentes. I hope that the picture I am in would either explain why the violence was done, whether right or wrong or what not. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette violence ? Est-ce qu'on laisse faire ? Ou est-ce qu'on se bat pour la justice sociale ? Spoiler, on se bat. We're non-violent with people who are non-violent with us. But we are not non-violent with anyone who is violent with us. J'ai commencé la vidéo en vous disant que Bruce Lee essayait d'éviter de se battre. Mais attention, c'est pas n'importe quelle violence qu'il refuse, c'est seulement la violence gratuite. Par contre, quand il s'agit de se défendre, là on parle. S'il y a bien une chose à retenir des films de Bruce Lee, c'est qu'il ne faut jamais subir la violence des élites sans rien faire. Le combat dans les films de Bruce Lee, c'est une forme de lucidité politique et de solidarité. C'est le fait de refuser la passivité face au système d'oppression et à l'ordre colonial. On écarte la violence gratuite, on dit aux victimes collatérales de se pousser, parce que ça va y aller. Par contre, les responsables, on les lâche jamais. Pour moi, les films de Bruce Lee, c'est l'application en cinéma de la thèse de la violence politique. C'est l'idée que le seul moyen efficace de sortir des régimes de violence, c'est la violence, puisque toutes les autres voies de libération sont bloquées par les manipulations, par les contre-vérités et par la brutalité des classes dirigeantes. Et je vous jure que les films de Bruce Lee, ils sonnent différemment quand vous les regardez en ayant en tête les pensées de Malcolm X ou quand vous pensez aux écrits de Frantz Fanon. Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Et à ce stade de la vidéo, il est temps pour moi de vous parler
de Jeet Kune Do. Dans la vraie vie, Bruce Lee a été formé à de nombreuses techniques de combat. Le Wing Chun, le karaté, le Jiu-Jitsu, la boxe anglaise, l'escrime. Bref, on aurait très bien pu imaginer que l'intérêt de ces films, c'est qu'il utilise plein d'arts martiaux différents et ce serait trop stylé de le voir trop fort partout. Et pourtant, dans ces films, vous n'en verrez qu'un seul, le Jeet Kune Do. D'ailleurs, Jeet Kune Do, en français, ça se traduit par la voie du poing qui intercepte. Autrement dit, on ne donne jamais le premier coup. Par contre, on intercepte tous ceux qu'on nous envoie et on laisse jamais l'ennemi nous en remettre un. Ce n'est ni un sport, ni un art martial traditionnel, mais plus une philosophie de défense inventée par Bruce Lee. Il repose sur un principe simple, la fluidité et l'adaptation à l'énergie de l'adversaire. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Moi, ce qui m'intéresse avec ce concept, c'est que Bruce Lee en a fait une esthétique de cinéma décolonial. Le Jeet Kune Do, il l'a pas seulement pratiqué en tant que combattant, mais aussi en tant que cinéaste. Mais du coup, ça se traduit comment l'adaptation à la brutalité de l'ennemi, qu'on parle de caméra, de plan, bref, de mise en scène. Pour atteindre l'émancipation des opprimés, Bruce Lee ne rentre pas dans une surenchère de violence avec les oppresseurs. Pas besoin de rajouter encore plus de violence, on pirate juste celle qui est déjà là. Vers la fin de La Fureur de vaincre, Bruce Lee se tape contre l'un des boss finaux, l'un des plus cruels et des plus puissants, celui qui a orchestré les attaques envers son école. Et regardez à ce moment-là, pour le tuer, il ne touche même pas son sabre, il se contente juste de retourner la force de son ennemi contre lui. Ici aussi, Bruce Lee attrape la main qui le frappe. Il transforme les gifles en bras de fer, jusqu'à ce que le gun vienne clore le débat. À ce propos, venez, on parle des armes à feu dans ces films. Globalement, dans les films occidentaux, les armes, c'est un enjeu important. Dans beaucoup d'histoires, c'est ce qui lance l'action, qui sort un pistolet en premier, qui tire, qui a la meilleure arme, qui a le plus d'armes. À l'inverse, dans les films de Bruce Lee, regardez comment les pistolets se font systématiquement dégager du plan. Ça peut sembler être un détail anodin, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ça retourne complètement le rapport de force. Jusqu'ici, j'ai parlé des petites choses qui m'ont fait comprendre que les films de Bruce Lee, c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de voir dans les films occidentaux. Le fait d'éviter le combat, le traitement de la drogue, des armes. Le truc, c'est que faire du cinéma décolonial, c'est pas juste changer 2 ou 3 détails. C'est changer tout le système de représentation. Ce que fait Bruce Lee, c'est pas juste une version chinoise du film d'action américain avec juste plus de kung-fu, un nunchaku et plus de chinois. Ce qu'il fait, c'est qu'il sort complètement du point de vue eurocentré. Il s'approprie les outils du cinéma, mais pour en faire quelque chose de radicalement différent, raconter le monde depuis une perspective indigène. Si on prend le tout premier plan de La Fureur du Dragon, le fait que ce plan parte de ses yeux, en très gros plan, ça induit un changement radical de point de vue. Bruce Lee ne sera plus seulement l'objet du regard des Blancs, il devient le sujet. Et ces gens qui le regardent comme une bête de foire, ce film, ce sera pas leur histoire. Sortir du point de vue colonial, ça pose des questions comme la langue qu'on parle. Même si Bruce Lee parlait cantonais, ses films étaient ensuite doublés en mandarin, la langue principale en Chine, pour être accessible au plus grand nombre. Et plus encore, Bruce Lee met explicitement en scène le fait de refuser de parler la langue des colons. Vous voyez comment il parle même plus avec eux. Il sort complètement du monde de ces gens. À ce propos, il faut vraiment qu'on parle de Bruce Lee qui visite Rome dans La Fureur du Dragon. Il y a une démystification totale de l'Empire et des grands monuments occidentaux depuis la perspective d'un homme du Sud qui n'y connaît rien. À la fin du film, il y a une séquence ultra mythique, peut-être la plus connue du cinéma de Bruce Lee, où il se tape contre Chuck Norris, qui joue un homme de main
imbattable envoyé par le patron pour en finir avec le petit resto chinois. Alors certes, à un premier niveau, et c'est une séquence qui a beaucoup été lue comme ça, on peut se dire que Bruce Lee s'amuse simplement à imaginer un combat de gladiateurs, de titans modernes entre Chuck Norris et lui. Mais pour moi, au contraire, ce que nous dit cette séquence, c'est que l'enjeu de la lutte, ça sera jamais un seul homme, aussi costaud, aussi imbattable soit-il. Et c'est pour ça que ça se passe dans le Colisée. Le Colisée, c'est l'emblème de la violence transformée en spectacle. C'est l'endroit où les gladiateurs, donc soit des esclaves, soit des prisonniers, soit des condamnés à mort, s'entretuaient devant 80 000 spectateurs, dont l'empereur, qui se servait de ça pour gagner en popularité. L'enjeu, il est beaucoup plus grand que juste tuer Chuck Norris. Il est aussi beaucoup plus grave, parce que malheureusement, c'est jamais en tuant un homme qu'on tue un système. Il n'y a pas de joie, pas de fierté à l'avoir tué. La violence n'est pas heureuse, et même après la mort, le combat continue. Avant de continuer la vidéo, je fais une petite parenthèse. Si cette vidéo vous plaît et que le cinéma décolonial, c'est un sujet qui vous parle et que vous voulez approfondir avec moi, sachez que j'ai encore plein d'essais vidéo en cours d'écriture et dans la tête. Et pour les produire, votre aide va être précieuse. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Écrire une vidéo comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps. Si vous voulez encourager ce travail, vous trouverez un lien pour soutenir Virage dans la description. Je parle beaucoup, mais parfois, rien ne vaut un contre-exemple pour montrer un exemple. Venez, on parle de Bruce Lee depuis la perspective de quelqu'un qui a absolument rien compris, Quentin Tarantino. You stand in front of a guy and you just want to let him have it. You're a little man with a big mouth and a big chip. You're the one with the big mouth. And I would really enjoy closing it, especially in front of all my friends. Est-ce que vous captez à quel point ça n'a aucun sens ? Selon ce film, Bruce Lee, c'est le roi des mascus. Il est arrogant, il se la pète, il demande qu'à se taper contre le premier bouc venu. Et si vous avez suivi ma vidéo jusqu'ici, je sais que vous vous rendez compte à quel point c'est un contresens de fou furieux, puisque précisément, Bruce Lee ne se bat jamais contre un individu qui le provoque. S'il part au combat, c'est parce qu'il y a une injustice structurelle. C'est jamais parce qu'un boug l'a cherché. L'ambition des films de Bruce Lee, elle est ailleurs. Dans les films de Bruce Lee, la force n'est jamais individuelle, elle est collective. La plus grosse erreur sur Bruce Lee, c'est de le voir comme ce que Hollywood en a fait, un produit pour vendre des trucs. Soit des produits dérivés, soit des films et des séries, soit, de manière plus pernicieuse, des idéologies. Et c'est ce qui se passe quand on réduit Bruce Lee à un mental en acier, la preuve vivante que quand on veut, on peut, qu'il faut juste se prendre en main. Vous avez capté. Pour en faire un héros, le discours mainstream a occulté la portée collective de ces films, alors que c'est précisément ce qui les rend décoloniaux. En fait, réduire Bruce Lee à un individu exceptionnel, c'est sacrifier la densité de son cinéma. The word superstar really turned me off, and I'll tell you why. You should look upon oneself as an actor. Yeah, but you've got to admit that you are a superstar. You're not gonna, if you're going to give me the truth. I do not look upon myself as a star. I really don't. I mean, believe me, man, when I say it. Mais je m'en fous en fait. Ça fait quoi d'être une star ? Réponds à la question, mon frère. Quand Bruce Lee dit que c'est pas une star, c'est pas juste de la fausse modestie. C'est ce que nous disent aussi les films. Dans ces films, les opprimés reprennent du pouvoir et de la dignité, pas quand il est là pour venir les sauver, mais justement quand tout le monde est soudé. Regardez cette séquence par exemple. Quand il casse un pain, il se fait frapper. Et très vite, vous voyez comment ses copains accourent, littéralement, ils tombent du ciel pour le couvrir. Premièrement, cette séquence, elle nous montre comment la violence surgit toujours en premier du côté des puissants, comme je vous l'ai déjà montré. Et deuxièmement, on voit que c'est une violence de classe, que les travailleurs prennent collectivement. Quand il y en a un qui se fait frapper, tout le monde réagit. Mettre le collectif au centre du regard, ça change absolument tout, et notamment les rapports entre les hommes et les femmes. Dans les films de Bruce Lee, le traitement des rapports de genre n'a rien à voir avec la binarité et le sexisme structurel du cinéma dominant. Pour une raison que je pense vous devez commencer à comprendre, les femmes font autant partie que les hommes de la classe laborieuse. De manière générale, les films de Bruce Lee se caractérisent par leur absence totale d'enjeux sexuels. Parce que l'objectification et l'exploitation des femmes, elle est toujours du côté des hauts placés. La question, c'est plus de voir les personnages féminins comme des simples corps, des objets, des trophées, mais de comprendre qu'elles subissent le patriarcat, en plus des violences de classe. Les femmes sont tout autant sujettes aux sévices physiques et aux humiliations que les hommes. Malgré la surveillance extrême qui pèse sur elles, elles essayent de se révolter. Dans cette séquence, par exemple, Bruce Lee se retrouve seul avec une prostituée.
Ici, l'enjeu sexuel est complètement désamorcé. Ce qui compte, c'est qu'ils deviennent alliés. Elle accepte de témoigner et lui confie que leur patron est effectivement un tortionnaire. L'enjeu, c'est pas de l'objectifier, mais de montrer une souffrance commune entre les pauvres. Ce que ne fait pas le film Opération Dragon, que j'ai enlevé du corpus au début de la vidéo. Ce film, c'est la première collaboration entre une équipe américaine et Bruce Lee. Et waouh, comment ça se voit que c'est qu'un riz, c'est tellement sexiste. For me, I'll take you, darling. Il y avait un boulevard pour tisser des liens entre les luttes décoloniales asiatiques et afro-américaines, mais le film est juste raciste. You. Up here. A guillotine. Les méchants n'ont aucune dimension politique, c'est juste un méchant maléfique qui porte des gants en cuir et qui tue des petits chats blancs, parce que vas-y, blanc c'est l'innocence, je crois. Et tout ça, ça se traduit évidemment par la platitude de la mise en scène, parce que ce film ne raconte vraiment pas grand-chose. Pour moi, ce que nous montre ce film, c'est plutôt comment l'industrie américaine est revenue vers lui pour capitaliser sur son image, une fois qu'il a prouvé par lui-même qu'il faisait vendre. Ils ont cru qu'ils pouvaient singer le cinéma de Bruce Lee en le payant pour jouer dans le film, mais il manque l'esprit ma gueule. Parenthèse fermée, revenons à nos bails de lutte collective. Pour comprendre cette dimension collective de la force, il faut voir la manière dont l'ordre colonial fait pour en finir avec les rebelles. Dans les films, les riches, tôt ou tard, ils finissent par comprendre qu'ils s'en sortiront pas en essayant de buter Bruce Lee. Le mec est globalement increvable. Les pistolets, ils sont tous passés par la fenêtre. La violence, ça marche pas non plus, puisque plus on en donne, plus on en reçoit. Par contre, ce qui devient une véritable arme secrète pour mater toute révolte populaire, c'est de diviser les pauvres. L'une des méthodes pour ça, c'est de les accuser de faire des trucs de pauvres. Dans cette séquence, par exemple, le cadrage en contre-plongée sur le contremaître induit l'idée que ces accusations sont complètement fausses. Elles sont juste du pur mépris de classe. Ils leur servent aussi tout le bullshit habituel des riches en mode « Non, mais les gens sont jaloux, on me veut du mal parce que j'ai travaillé dur pour en être là, j'ai des diplômes. » Je sais pas siffler, mais au moins, je détourne pas des fonds. Et parmi ces méthodes, il y en a une qui marche à chaque fois. Et si vous vivez dans la France de Macron, vous la connaissez très bien. La technique ultime des riches pour détruire le camp social, c'est monter les dominés les uns contre les autres. Pourquoi on a besoin du racisme ? C'est une question qui peut paraître bizarre de dire pourquoi les gens sont racistes. Non, pourquoi on a besoin du racisme ? S'il n'y a pas de racisme, les classes populaires s'allient. Les paysans des différents pays se montrent des trucs et ils s'allient. C'est le pire scénario pour le système de pouvoir. C'est que les gens des classes dominées s'allient entre eux. Pourquoi il y en a besoin ? Pour éviter les alliances de classe. Ça sert juste à ça, en fait. Parce que sinon, en fait, les classes populaires blanches se retourneraient contre ceux qui accumulent toutes les richesses dans ce pays. Il n'y en a jamais eu autant de milliardaires. Les milliardaires se protègent avec le racisme. Dans les films de Bruce Lee, il y a un type de personnage en particulier qui a beaucoup attiré mon attention. D'abord parce qu'il est dans chaque film, et ensuite parce qu'au début, quand j'ai vu ces films la première fois, je m'étais pas attardée dessus. Je me suis dit, oui, c'est un traître méchant, comme dans tous les films d'action, quoi. Et puis j'ai été interpellée par des moments comme ça. L'homme de main dit bien qu'il est chinois, mais il se considère comme japonais. Ce passage, il est vraiment important politiquement. Chez Bruce Lee, il s'agit pas tant d'imaginer des personnages vraiment lâches, traîtres, fourbes, que de montrer l'une des formes les plus pernicieuses de la domination impérialiste et capitaliste. C'est cette technique terrible de prendre quelques indigènes, de les isoler de leur camp en leur faisant croire qu'ils ont un ou deux petits privilèges par rapport aux autres, alors que les hauts placés ne sont pas moins racistes ou moins méprisants avec ces indigènes qui pensent être devenus des transfuges de classe et de race. Au début de La Fureur du Dragon, tous les travailleurs défendent le resto du rachat, à l'exception d'un des cuisiniers qui justifie sa passivité avec des arguments plus que bancals.
Cette rhétorique du « ils sont chez eux », ça cachait juste une trahison de son camp social, explicitement mise en scène ici quand il plante ses camarades dans le dos. Parfois, cette technique d'acheter un ou deux pauvres, elle marche. Et parfois non. Et notamment quand ils essayent de le faire avec Bruce Lee, parce que forcément, ils essayent toujours de le faire avec Bruce Lee. Il l'isole de ses camarades. Pas en essayant de le faire disparaître ou en essayant de le tuer, mais précisément en lui faisant croire qu'il est trop exceptionnel pour s'allier avec ces bolosses de pauvres. Et c'est pour ça que le moment où l'ordre colonial a gagné, c'est quand les riches arrivent à détourner complètement Bruce Lee de cette conscience collective. Dans cette séquence de Big Boss, on voit comment à force de petits arrangements, notamment parce qu'il a été promu contremaître à l'usine, il utilise ses capacités physiques, mais pas pour briser le rapport de force, juste pour divertir les riches. Bref. Maintenant, vous saurez. Quand un riche vous dit que vous n'êtes pas comme les autres, que ça sert à rien d'être solidaire, et que de toute façon, votre problème, c'est pas les riches, mais c'est les autres pauvres, vous saurez. T'inquiète. C'est pas moi, c'est Bruce Lee. Cependant, que les riches trichent et mentent tout le temps, c'est logique. Mais au-delà de cet obstacle à la libération des peuples opprimés, les films de Bruce Lee ouvrent aussi un questionnement que perso j'ai trouvé hyper beau et dont j'ai envie de vous parler. Je l'ai appelé le paradoxe de Bruce Lee. Et je le résume en une question. Est-ce que la violence peut vraiment libérer ? Puisque plus on se bat, plus on s'isole. Est-ce que c'est vraiment la libération si on a perdu tout le monde en chemin ? On a vu que pour briser l'ordre colonial, il fallait s'approprier cette violence et la retourner contre l'assaillant. Et surtout, il faut rester soudé. Mais le problème, c'est que c'est dur de se battre. Ça demande des sacrifices, ça demande une rigueur morale, ça implique d'aller jusqu'au bout, même si le monde entier veut vous lâcher, de vous acheter ou de vous tuer. C'est pour ça que chez Bruce Lee, tous les motifs de solitude et d'isolement ne sont pas un signe d'exceptionnalité. En fait, c'est l'inverse. Il se retrouve pas isolé parce qu'il est plus fort que les autres. C'est beaucoup plus politique que ça. Le paradoxe de la lutte, c'est qu'elle isole, alors même qu'elle ne peut marcher qu'en étant soudée. Et encore une fois, regardez comment c'est pas du dialogue, c'est des images, c'est du mouvement, c'est de la mise en scène. Si on prend par exemple le cas de la fureur de vaincre, vous vous souvenez qu'au début, quand les Chinois se font provoquer, ils ne veulent pas répondre. Regardez comment en un seul mouvement de panoramique, qui part du groupe et qui finit sur Bruce Lee, la caméra nous dit que c'est déjà fini pour lui. Il est déjà seul, parce qu'il n'a pas du tout cette vision des arts martiaux. Dans la fureur de vaincre, l'isolement passe aussi par le déguisement. Dans la mythologie et la philosophie du cinéma de Bruce Lee, le seul moyen de sortir des systèmes de violence, c'est rendre la violence collectivement. Le problème, c'est que le reste du monde, il continue de tourner et il est toujours régi par les riches. Dans Big Boss, les ouvriers ont passé 1h40 à pas se laisser faire par leur patron et à la fin, quand enfin ils ont payé de leur sang, quand enfin ils sont arrivés au bout des magouilles et des attaques des riches, c'est pas la victoire. C'est juste la société qui continue de fonctionner comme elle le fait. Et cette idée, on l'éprouve en un seul plan. Pire, en un seul mouvement de caméra. Vous voyez ce mouvement de dézoom ? On aurait pu imaginer à la place un gros plan sur le visage d'un Bruce Lee héroïque, alors qu'à ce moment-là, on a tout l'inverse. La caméra recule et elle le fait apparaître minuscule dans ce grand jardin bourgeois. Et qu'est-ce qu'on entend ? La police. Sous-entendu, on sait qu'il va pas se mettre à leur expliquer qu'en fait, ce patron exploitait et torturait des travailleurs. Tout d'un coup, on revient dans la fatalité du réel, du capitalisme, et on se retrouve juste avec un Chinois en Thaïlande, un ouvrier, un pauvre, qui a buté un riche et qui va finir en prison. Ce que j'aimerais dire et faire comprendre avec cette vidéo, et en particulier avec ce paradoxe de Bruce Lee, c'est que c'est pas un cinéma simple. C'est pas juste on casse la gueule des gens pour sauver le monde et à la fin tout est réglé, on a atteint un idéal de respect et de dignité. La lutte décoloniale, elle est longue, elle est dure, parfois elle connaît des avancées et parfois elle connaît des retours de bâton ultra violents sur des décennies. Mais pour autant, est-ce que Bruce Lee a perdu ? Est-ce que tout ça, ça a servi à rien ? Moi, je crois pas. Pour moi, la révolte, elle a eu lieu et elle a gagné. Parce que les films existent.
Il y a quelques mois, j'avais écouté une conférence d'Angela Davis à propos du blues et de la musique afro-américaine. Et elle a dit cette phrase qui m'a marquée et qu'on peut parfaitement appliquer au cinéma. La musique nous fait ressentir ce que c'est d'être libre avant même qu'on ait pu expérimenter de l'être. Le cinéma de Bruce Lee, c'est un cinéma décolonial parce qu'il nous fait éprouver, grâce à l'art, toutes ces choses dont je vous ai parlé. Ça passe par l'émotion d'amis qui se rencontrent, qui apprennent à se connaître, que la vie sépare. Ça passe par l'explosion d'énergie, par la révolte contre un mec qui a exploité et tué des pauvres. Ça passe aussi par la possibilité de rire de soi-même. Ça passe par le fait de se dire que des monuments, du pouvoir ou de l'argent, c'est peut-être pas ce qu'on a de plus précieux. Et moi, je peux vous donner un exemple de truc qu'on a en commun et qui est précieux. C'est les enseignements que nous a transmis le maître, grâce au cinéma. 而家精武館啱啱有成就，不幸佢就離開我哋而去啦，同埋佢行俠仗義嘅事蹟，真係令人惋惜。我哋而家向霍大俠致敬，請大家默哀3分鐘。